Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va regarder notre dernier ensemble d'algorithmes de coordination et il s'agit donc des algorithmes sur le consensus. Donc tout d'abord ici je vous ai préparé là, un très beau sommaire de tous les algorithmes qu'on a vus jusqu'à date et ceux qu'on va voir dans le futur en ce qui concerne la coordination. Et donc, ce tableau-là, là, je pense, va vous être très utile là, durant l'examen. Donc, ici, on a la liste de tous les algorithmes qu'on a fait, le type de chaque algorithme. Donc, une chose qu'il faut, par exemple, se souvenir, c'est le concept là, de réduction entre les différents problèmes. Donc, c'est toujours possible d'adapter un problème d'exclusion mutuelle en élection leader ou en consensus et vice-versa. Bien sûr, évidemment, il faut s'assurer là, que quand on fait la conversion, que notre conversion et notre adaptation de l'algorithme est efficace. Sinon, ben, évidemment, on va perdre la performance ou il faut aussi que la conversion soit faite correctement là, pour assurer la sûreté de l'algorithme. Donc, donc, de façon générale, ces algorithmes sont interchangeables. On peut les utiliser pour n'importe quel autre problème. Mais il faut quand même faire l'effort là, d'identifier quel est l'algorithme le plus adapté pour la situation, pour l'application qu'on essaie d'implémenter. Et à ce moment-là, il faut utiliser aussi, il faut regarder les modèles de système distribué de panne de chaque algorithme. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ça fonctionne dans un réseau synchrone ou asynchrone, donc avec des garanties de temps de latence ou non. Et quel type de pannes sont tolérées? Est-ce que c'est des pannes de processus, c'est des pannes de communication ou c'est aucune panne? Donc à ce moment-là, en se servant de cette information-là et en la comparant avec ce que notre application a besoin, et par la suite, regarder quel type de problème on a besoin et potentiellement avoir adapté l'algorithme qu'on utilise, donc faire une réduction de l'algorithme, on peut décider quel algorithme utiliser. Et l'autre aspect aussi, c'est si on a une application dont le modèle ne correspond pas exactement avec ce qu'un algorithme offre, mais c'est proche, on pourrait quand même utiliser l'algorithme, mais à ce moment-là, l'utilisation de cet algorithme devient probabiliste. C'est-à-dire qu'il y a un certain pourcentage de chances que l'algorithme ne va pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il ne va pas garantir la sécurité ou ne va pas garantir la vivacité. Ok, donc aujourd'hui on va parler surtout de Dolev Strong et on va commencer un petit peu Paxos. Donc c'est deux algorithmes de consensus. Dolev Strong fonctionne en mode synchrone, donc il faut avoir des garanties là, sur les temps de communication dans le réseau. Va tolérer un certain nombre de pannes, mais pas de pannes de communication. Alors que pour Paxos c'est asynchrone, va tolérer des pannes de communication et de processus. Donc, en termes de, si on compare Paxos avec tous les autres algorithmes, il se compare très favorablement parce que c'est le seul qui est capable de fonctionner dans un système asynchrone et tolérer des pannes de processus et de communication. Donc, tous les autres algorithmes ici, soit tolèrent des pannes, mais par exemple, doivent fonctionner en mode synchrone ou ne tolèrent pas de panne et à ce moment-là fonctionnent en mode asynchrone. Donc, Paxos offre tout, mais le problème de Paxos, c'est pas un algorithme qui garantit la vivacité. Donc, il y a des situations où ça ne va pas progresser. On n'aura pas de consensus. Donc, quelque chose qu'on va discuter la semaine prochaine, ça va être quelles sont les situations où Paxos ne fonctionne pas correctement. Et à ce moment-là, ça devient une propriété, une caractéristique de Paxos de ne pas fonctionner dans ces situations-là. Donc à ce moment-là, c'est à vous de décider quand vous choisissez d'utiliser Paxos, est-ce que cette situation-là où la vivacité ne fonctionne, où l'algorithme ne fonctionne pas, c'est une situation qui est fréquente ou non. Ok. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on parle de consensus, Dolev Strong, et on va commencer un petit peu Paxos, et on va terminer Paxos la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va vraiment pousser à fond là, dans l'algorithme lui-même, regarder tous les cas particuliers, voir comment l'algorithme, parce que l'algorithme quand même est très complexe, là, ça va être probablement l'algorithme le plus complexe qu'on va voir ce cours-ci, mais ça va être aussi l'algorithme le plus important
de notre cours. Donc, si il y a un algorithme que vous devez vraiment le maîtriser après avoir pris notre cours de système distribué, c'est certainement l'algorithme de Paxos. Vous devez être capable de retenir celui-là vraiment bien après ce cours-ci. C'est vraiment très important. Donc on va voir la semaine prochaine comment Paxos traite des cas particuliers quand il y a des pannes, des choses comme ça, ou un timing de messages, des séquences de messages qui sont un peu anormales, donc comment ça fonctionne. Et on va aussi parler de dérivés de Paxos, donc des variations de Paxos qui sont peut-être plus pratiques, plus optimisées et déployées peut-être en pratique dans des vrais systèmes là, comme Zookeeper, des systèmes là, comme Raft et Zap. Ok, donc premièrement, on va tout d'abord définir le problème de consensus d'une façon quand même assez formelle là, pour que ça soit vraiment clair et précis. Qu'est-ce qu'on veut, quel est l'objectif là, d'obtenir un consensus. Donc, de façon là, générale, qu'est-ce qu'on veut avoir pour le consensus? C'est donc un algorithme où, suite à l'exécution de l'algorithme, tous les processus, et plus particulièrement, on va parler des processus qui sont en vie, donc des processus qui sont non défectueux, donc ceux qui restent en vie, doivent tous être d'accord sur une seule valeur. Donc tout le monde doit être capable, après l'algorithme, de déterminer quelle est la valeur à être en accord. Donc essentiellement, ce qu'on va dire, c'est que comme entrée de l'algorithme de consensus, il va y avoir peut-être plusieurs valeurs qui vont être proposées, mais à la fin de l'algorithme, une seule valeur est choisie comme étant la valeur décidée par tous les processus qui sont en vie. Donc ça, c'est l'algorithme de base. Et ce qu'on va se concentrer beaucoup pour cette section-là, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir tolérer des pannes et quand même obtenir le consensus. Donc, il peut y avoir des pannes, par exemple des pannes de crash et des pannes de communication. S'il y a des pannes de crash, les machines qui sont plantées, évidemment, on les retire là, du consensus. Ils peuvent pas décider si elles sont mortes. Mais dans les machines qui restent en vie, le fait qu'il y ait eu des pannes, ça devrait pas les affecter. Ils devraient être quand même capables de décider entre les machines qui restent en vie quelle est la valeur commune à décider. Donc on a ça. Donc c'est vraiment tolérer des pannes. Pour l'instant, c'est les pannes de crash et de communication. Et vers la fin là, du semestre, quand on va parler de blockchain, on va voir comment le cœur d'un système comme Bitcoin, c'est son protocole de consensus pour panne byzantine. Okay? Donc, on va aller essentiellement étendre notre connaissance sur le consensus pour considérer les pannes byzantines. Donc des pannes arbitraires où il peut y avoir des agresseurs qui vont intentionnellement essayer d'attaquer le système pour briser le consensus. Donc présentement, on n'a pas ça. On a juste des pannes de communication et de crash. Donc, quand on parle de panne, qu'est-ce qu'on veut essayer là, de pouvoir répondre comme question sur chaque algorithme, c'est comprendre combien de processus peuvent tomber en panne, donc quel est le nombre maximal de pannes qui peut arriver, quel type de panne on peut tolérer, donc est-ce que c'est seulement des pannes de crash ou de communication ou les deux ensemble. Donc c'est ça qu'on va regarder là, durant cette section. Ok, donc le consensus, c'est vraiment là, on pourrait dire c'est comme un problème qui est vraiment général, okay, parce que ce qu'on dit tout simplement, c'est dire décider sur une valeur commune entre tous les processus. Donc on peut l'utiliser, on peut adapter ce problème-là pour résoudre d'autres problèmes. Donc par exemple pour l'exclusion mutuelle, on peut dire il faut que tous les processus soient d'accord sur quelle est la machine qui rentre dans le réseau, qui rentre dans la section critique. Bon, donc clairement le consensus distribué peut donc résoudre le problème d'exclusion mutuelle, mais donc il y a quand même des différences entre les deux. C'est-à-dire que dans le problème d'exclusion mutuelle, c'était pas nécessaire, par exemple, pour les machines qui ont perdu, de savoir exactement l'identité là,
de la machine qui est dans la section critique. Alors que dans le consensus distribué, on veut que toutes les machines connaissent l'identité, la valeur commune. Donc, si la valeur commune, c'est l'identité de la machine qui est dans la section critique, ben, à ce moment-là, on résout un peu plus que ce que l'exclusion mutuelle demande, parce qu'on fait un peu plus d'efforts. Essentiellement, il y a plus de travail qui a été fait, parce qu'on annonce aussi là, que c'est à tous les processus qui est le gagnant. Okay? Donc, ça fonctionne, ça va résoudre le problème, mais c'est peut-être pas tout à fait optimisé ou adapté pour le problème. Ça fait un peu trop de travail, donc la performance peut être affectée. Okay? Pour élection de leader, ben, là, c'est un peu plus similaire, c'est-à-dire que dans le consensus distribué, tout le monde est d'accord sur l'identité du leader, et dans l'élection de leader, c'est la même chose aussi. Tout le monde va être d'accord sur le leader. OK? Donc, la différence, c'est que dans élection de leader, seules des identités de leader peuvent être proposées, alors que dans le consensus distribué, ben, on peut proposer toutes sortes de valeurs, puis ça n'a pas besoin d'être sur l'identité du leader. OK, donc toutes sortes de problèmes dans les systèmes distribués ici là, que vous pouvez regarder là, puis voir qu'est-ce qu'on a ici. Donc, regardez ça. Donc, un que j'aimerais porter votre attention plus précisément, c'est ici la réplication. OK, donc ça, c'est le prochain thème qu'on va aborder après la coordination. C'est comment utiliser donc nos algorithmes de coordination, et plus particulièrement les algorithmes de consensus, donc pour effectuer de la réplication de données. Donc, comment est-ce qu'on peut donc maintenir des copies d'informations sur plusieurs machines, ou au lieu de répliquer des données, ça peut être aussi répliquer là, des opérations. Okay? Une séquence d'opérations. Donc, on va parler de réplication d'état-machine. Donc, comment est-ce qu'on peut répliquer une séquence d'opérations aussi là, sur plusieurs machines différentes pour qu'elles exécutent là, exactement les mêmes opérations dans le même ordre. OK, donc, il y a plusieurs types on va dire là, des variantes là, du problème de consensus. Aujourd'hui, on va parler du problème le plus de base, c'est le consensus général, c'est-à-dire l'algorithme exécute, reçoit plusieurs valeurs proposées et va déterminer qu'une seule valeur gagne. Okay? Donc, à la fin de l'algorithme, une seule valeur va gagner, et là, ben, le reste des valeurs vont être refusées essentiellement. Il y a d'autres variantes de ce problème, par exemple le problème de cohérence interactive, c'est-à-dire qu'ici, plusieurs valeurs vont être proposées, et là, le but, c'est pas nécessairement de refuser des valeurs, mais c'est de déterminer dans quel ordre est-ce qu'on va donc classer ces valeurs-là. Donc ça, c'est utile, par exemple, quand on a plusieurs opérations qui rentrent, et là, on veut exécuter les opérations dans le même ordre là, pour garder la cohérence entre les différentes... pour garder la cohérence dans l'exécution de ces opérations sur différentes machines. Donc, à ce moment-là, il peut y avoir plein de valeurs proposées, et là, ce qu'on fait, c'est essayer de les ordonner dans une séquence, et tout le monde connaît est d'accord sur l'ordre des événements. Okay? Donc, ça, c'est un autre problème. Donc, on ne rejette pas des valeurs à ce moment-là. Et généraux-byzantins, donc à ce moment-là, c'est quand on a des... c'est on pourrait dire là, une variation du problème des deux généraux, ok? Sauf que dans cette situation-là, les généraux qui se parlent entre eux peuvent être des traîtres, peuvent être malicieux. C'est ce qu'on n'avait pas là, dans le modèle de base, là, avec les deux généraux, puis les collines, puis la vallée. Donc ici, on a des généraux qui peuvent être des traîtres, mais quand même, il faut que tout le monde décide la même valeur d'attaquer, des choses comme ça, là, attaquer en même temps, puis le même genre de choses. Là. OK. Donc, le problème de consensus général, donc ici, définition un peu plus technique. Donc, on a un certain nombre de processus P, okay, donc de P1 à Pn. Et au début, chaque processus est dans un état non décidé et commence avec une valeur initiale qu'elles veulent proposer. Donc, on va supposer là, que chaque processus là, commence initialement avec une valeur qu'elle désire proposer. Là, donc essentiellement, ajouter en entrée dans l'algorithme.
Donc ensuite, il y a l'algorithme lui-même, donc il y a une phase de communication. Les processus vont donc parler entre eux selon un certain protocole pour échanger les valeurs qu'elles décident de proposer. Et là, éventuellement, à la fin du protocole, l'algorithme doit avoir une certaine condition là, pour terminer d'exécuter, que ce soit un certain nombre de messages échangés, un certain nombre de rondes ou certaines phases a été passée à travers. Donc, une fois qu'un processus donc détermine localement qu'elle a essentiellement terminé d'exécuter le protocole ou elle a reçu assez d'informations du consensus pour décider sa valeur, va donc choisir sa valeur décidée et attribuer donc une valeur à une variable qu'on appelle une variable de décision qui est DI pour le processus PI. Donc ici, les différents processus qu'on a, les différentes propriétés qu'on doit respecter, donc les exigences qu'on doit respecter. Donc premièrement, finalité. Donc ça, c'est un autre terme équivalent à vivacité essentiellement. C'est que à la fin de l'exécution de l'algorithme, tous les processus qui sont en vie, qui ne sont pas défectueux, doivent avoir attribué une certaine valeur à leur variable de décision DI. Donc, si on regarde juste cette exigence-là, il n'y a pas là ça dit juste que tout le monde doit avoir écrit une valeur à la fin de l'exécution. Okay? Peu importe quelle est la valeur, mais il faut que tout le monde écrive une valeur. Okay? Donc, si on a juste là, cette caractéristique-là de vivacité, ben, un algorithme trivial, ça serait simplement là, de dire tout le monde écrit là, une valeur au hasard. Donc à ce moment-là, oui, on a la finalité, mais les valeurs vont pas être pareilles parce qu'elles sont toutes au hasard, donc l'algorithme ne fonctionne pas. Donc comment est-ce qu'on force les gens à avoir une valeur qui est correcte? Donc, on a deux caractéristiques de sécurité. Donc, la première caractéristique de sécurité, c'est l'accord. C'est-à-dire que une fois que l'algorithme est terminé, il faut donc regarder les processus qui sont dans l'état décidé. Donc, regarder tous les processus qui ont décidé une valeur et comparer leur valeur. Et leurs valeurs doivent être égales. Okay? Donc, je devrais être capable de choisir n'importe quelle paire de processus qui a décidé une valeur et ça doit tout être la même valeur. Donc, essentiellement, ce que ça dit, c'est qu'il y a juste une valeur D qui est pareille pour toutes les valeurs DI, DG dans les machines qui sont décidées. Okay? Donc, encore une fois, on ne peut pas juste supporter l'accord parce que à ce moment-là, qu'est-ce qui se pourrait se passer? Ben, si les machines, par exemple, aucune machine rentre dans l'état décidé après l'exécution de l'algorithme, ben, oui, cette exigence est satisfaite parce que il y a l'ensemble de processus qui sont dans l'état décidé est vide. Donc, évidemment, ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que ça plus ça ensemble, là, ça devient plus difficile à supporter parce qu'il faut que tout le monde ait une valeur D et que toutes les valeurs sont pareilles. Mais les deux ensemble, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'on pourrait, par exemple, dans l'algorithme, on pourrait dire que l'algorithme dit que tout le monde doit écrire, au lieu d'écrire une valeur au hasard, ce serait d'écrire la valeur numéro 1. Okay, la valeur 1. Okay, donc l'algorithme, ce serait juste, tout le monde se met en état décidé, puis dit 1. Ben évidemment, à ce moment-là, ça fonctionne. On a la finalité, tout le monde a écrit une valeur, et on a l'accord parce que tout le monde a écrit la valeur 1, donc ça fonctionne. Donc, ces deux caractéristiques, ces deux exigences, capture pas complètement le problème. Il manque un autre élément et c'est l'élément d'intégrité. C'est-à-dire que D doit être une valeur qui a été proposée par un processus. Ça peut pas être une valeur par défaut là, comme 1 qui est simplement là, écrite là, dans le protocole. Il faut que ce soit une valeur qui a été proposée par un processus dans le contexte d'une application, puis que c'est une valeur qui est dynamique, là, qui peut changer là, à chaque fois parce que c'est un paramètre qui rentre dans le système. C'est pas une valeur qui est hard-coded dans l'algorithme lui-même. Donc, c'est notre deuxième propriété de sécurité. Et donc, c'est la combinaison des trois ici là, qui rend le problème de consensus là, difficile à résoudre. Ok, donc je pense que c'est tout pour ce vidéo-là. Et le prochain vidéo, on va parler de Livestrong.